Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Laure et merci d'être parmi nous pour cette conférence sur la e-santé, les objets connectés, qu'en penser? Cette conférence, au cours de cette conférence, vous pourrez toujours poser vos questions dans la partie chat qui est sur votre droite. Des questions qui seront non personnelles et Laure ne fait pas de rendez-vous médicaux pendant cette conférence. Je vous remercie beaucoup. Bonne conférence et c'est à vous Laure. Merci. Eh bien, merci beaucoup Delphine et merci à l'association AFS de m'avoir invitée aujourd'hui pour ce topo. Je suis rhumatologue à la Pitié-Salpêtrière et je vais essayer de me mettre en mode plein écran. J'espère que ça va marcher. Euh, voilà. Est-ce que là, vous voyez bien mon écran sans le petit boîtier ou bien vous voyez que le petit boîtier? Non, Non, c'est non, bon, c'est nous bon. avons l'intégrité, c'est bon. Vous voyez bien l'écran, d'accord, parfait. Tout à fait. Donc, moi, je suis rhumatologue à Sorbonne Université, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et donc, on va discuter aujourd'hui d'un sujet qui, je pense, est d'actualité, la e-santé, les objets connectés et l'intelligence artificielle. Alors, le big data, les grandes données, c'est quelque chose qui est considéré comme une des avancées majeures des dernières années en termes de recherche, mais aussi de modification finalement de notre mode de vie. La révolution, comme on dit, big data, comme dit Le Point, ça concerne pas du tout seulement la santé, ça concerne aussi la finance, les assurances, les transports, l'éducation, etc. Je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je la bouge, peut-être pas. Est-ce que là, vous voyez que je suis en train d'entourer le mot Oui, pas de santé? souci. C'est bon. D'accord. On voit bien la souris. Parfait. Donc, et la santé en fait partie. Et puis, les big data et l'intelligence artificielle, ça émeut beaucoup de monde. Le Pentagone, qui peut identifier les personnes par un laser, par leur rythme cardiaque, la traduction des langues. On peut savoir que Shakespeare n'a pas écrit l'intégralité de ses articles grâce au big data. Voilà, on peut voir, on peut faire des prédictions sur les récidives, on peut faire beaucoup de choses avec le big data. Donc, c'est un sujet très large qui intéresse beaucoup de monde et pas seulement, bien sûr, la médecine. Mais moi, ce que je souhaitais discuter avec vous aujourd'hui, c'est évidemment l'intelligence artificielle et les objets connectés en médecine. Et puis, on va discuter de certains succès et aussi de certains risques dans l'utilisation de ces grandes sources de données. Alors, les big data, c'est quoi? Les big data, ça veut dire une grande quantité de données, donc un volume important de données, qui arrive de façon rapide et au fil du temps, donc la notion de vélocité. Et enfin, c'est des données qui sont très variables, donc le mot variété. Donc, c'est ce qu'on appelle la règle des 3 V. Il n'y a pas vraiment de définition absolue de combien d'informations il faut avoir pour rentrer dans le champ du big data, mais c'est cette idée que c'est des données en grande quantité, complexes, multidimensionnelles et qui arrivent au fil du temps. Et c'est ça la notion de big data en médecine aussi, mais aussi en dehors de la médecine. Et l'intelligence artificielle, c'est l'autre pendant vraiment de ce renouvellement des façons de réfléchir aux données de santé. C'est une nouvelle façon d'interpréter les données. Donc, alors que jusqu'à maintenant, on appliquait des statistiques qu'on appelle des statistiques inférentielles. Ça veut dire, je suppose qu'il y a un lien entre le fait de fumer et le fait d'avoir un cancer du poumon et je vais vérifier si ce lien existe en prenant des gens qui ont fumé et qui ont un cancer, des gens qui ont fumé et qui n'ont pas de cancer, puis des gens qui n'ont pas fumé et qui ont un cancer. Et je fais une analyse statistique pour montrer qu'il y a un lien entre le tabac et le cancer du poumon. Eh bien, l'intelligence artificielle fonctionne complètement autrement. On donne les données d'une population à un ordinateur et on dit cherche les facteurs prédictifs de faire un cancer du poumon.
On ne dit pas à l'ordinateur si c'est le fait de vivre en ville, le fait de fumer, le fait d'être une femme, le fait de danser la Zumba. On demande à la machine de développer ses propres réseaux d'hypothèses. On ne fait pas d'hypothèses dans l'intelligence artificielle, qu'on appelle aussi machine learning, c'est-à-dire que la machine développe une hypothèse, elle teste cette hypothèse, puis elle développe une autre hypothèse, elle teste cette hypothèse sans qu'on l'oriente, voyez. Et donc, c'est quelque chose qui est très différent en termes de raisonnement et de raisonnement statistique. Donc, ça, c'est l'intelligence artificielle. Alors, quand on parle d'objets connectés, de big data, d'intelligence artificielle en médecine et plus spécifiquement en rhumatologie, finalement, de quelles données est-ce qu'on parle? Alors moi, j'ai choisi de classer les données dans ces 4 catégories. La première catégorie de données, d'éléments médicaux, si vous voulez, qu'on peut utiliser pour aller chercher des hypothèses sur les traitements, par exemple, ça va être les sources médicales que j'ai appelées ici classiques. Ça va être tout ce qui est données de recherche. Vous signez un protocole pour donner vos données à la science. Ensuite, vous remplissez des cahiers avec des informations. Vous donnez peut-être même du sang ou pour vos analyses génétiques pour faire avancer la recherche. Ce sont des sources médicales classiques. La personne qui donne ces informations sait qu'elle est en train de les donner. Elle a d'ailleurs signé un consentement éclairé avec beaucoup de règles sur comment ce consentement est rédigé et qu'est-ce que vous, en tant que patient, qu'est-ce que vous acceptez de partager comme information. Et puis, vous remplissez des données exprès à visée de recherche. Par exemple, vous remplissez 20 pages de questionnaire si vous êtes dans la cohorte DÉSIR, qui est la cohorte française de spondyloarthrite, que je coordonne avec Maxime Dougado-Sacocha. Eh bien, vous savez parfaitement que vous donnez vos éléments pour la science. Donc ça, c'est les sources médicales classiques. Les sources de données que j'ai appelées tirées du soin, c'est-à-dire c'est des sources de données, certes, vous avez donné des informations, mais vous avez dit à votre médecin, aujourd'hui j'ai mal, aujourd'hui je suis fatigué, j'ai mal au dos. Bon, il l'a écrit dans votre dossier médical. Si vous êtes en région parisienne et que vous êtes suivi par quelqu'un à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, vous connaissez sans doute le logiciel que nous utilisons tous à la PHP qui s'appelle Orbis. Et donc, le médecin va taper les informations que vous lui donnez dans le dossier médical, mais vous ne savez peut-être pas, mais pourtant c'est le cas. Les données qui sont mises dans Orbis sont accessibles à visée de recherche de façon anonymisée évidemment, mais néanmoins, ces données sont utilisées à visée de recherche, alors que vous les avez fournies en sachant que vous donniez des informations, mais vous donniez vous des informations dans le cadre du soin, voyez. Ça, c'est le dossier médical partagé ou informatisé. Mais il y a aussi des données qu'on utilise qui sont des données tirées du soin, mais vous n'êtes même pas vraiment au courant qu'on a le droit de les utiliser. C'est tout ce qui relève des dépenses de santé et des données de remboursement des dépenses de santé. En effet, le Système national des données de santé, le SNDS, regroupe les informations de la sécurité sociale et d'ailleurs de quelques autres sources de données et permet à un chercheur d'avoir accès aux informations, par exemple pour savoir si les gens qui ont un rhumatisme psoriasique coûtent plus cher à la sécurité sociale que les gens qui ont une spondyloarthrite, ou encore pour savoir si les gens qui ont une spondyloarthrite coûtent plus cher à la sécurité sociale que les gens qui ont un cancer, ou encore est-ce qu'ils ont plus de séances de kiné, est-ce qu'ils ont plus de remboursement de bons de transport, etc., etc. Donc, beaucoup d'informations que vous avez données, entre guillemets, puisque vous vous êtes fait rembourser votre séance de kiné, mais peut-être que vous ne saviez pas que ces données-là peuvent être utilisées à visée de recherche. En effet, il n'est pas nécessaire d'avoir l'accord des patients pour utiliser ces données de façon anonymisée. Ensuite, il y a le troisième groupe de données que j'appelle des sources de données involontaires. Ce que je veux dire ici, c'est que là, vous donnez des informations sur votre état de santé, mais sans vraiment le vouloir ou le savoir. Enfin, maintenant, vous le saurez et vous le voudrez après ce topo. Quand vous allez sur des réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou autres, ou que vous allez sur des blogs de santé, peut-être, je ne sais pas moi,
comment ça s'appelle, Doctolib ou zut, je ne connais pas très bien les blogs, mais peut-être même le blog de l'AFS, hein, si vous fournissez des informations sur votre état de santé, eh bien, c'est une source de données qui peut être analysée, comme on le verra tout à l'heure, à visée de recherche et à visée d'interprétation de comment vont les patients qui ont votre groupe de maladie. Et enfin, les sources de données que j'appellerais modernes, qui sont les objets connectés. On reviendra dessus dans quelques minutes. Dans le cadre des données qu'on peut utiliser, je vous donne un exemple ici, il s'agit de données d'environnement. Vous ne savez pas que vous donnez ces informations entre guillemets. Donc, en fait, il s'agit d'utiliser des données géographiques qui sont le quartier de New York où les gens habitent. Et dans ce papier qui a été publié en 2017, eh bien, on a cherché les liens entre le fait de réaliser de l'activité physique et cette information-là a été collectée par des objets connectés et on l'a croisée avec des données géographiques où on utilise en fait 337 variables qui donnent le contexte de là où les gens habitent. En effet, à New York, le quartier dans lequel on habite est très étroitement lié à la catégorie socio-professionnelle, au revenu du ménage, au taux de familles monoparentales, au taux de gens qui fument, etc., etc. Donc, on peut utiliser des données poolées, si vous voulez, des données rassemblées par quartier pour montrer au final, dans cette étude, que les gens qui sont les plus pauvres font moins d'activité physique, ce qu'on pouvait se douter, ce dont on pouvait se douter au départ. Mais c'est pour vous dire comment on peut utiliser des données que vous n'avez pas fournies vous-même pour analyser des liens entre des facteurs d'environnement et ou de catégories socioprofessionnelles et des données de santé. Et puis, en termes d'objets connectés, je pense que quand vous pensez objets connectés, sans doute, vous pensez à vos téléphones portables, qui sont des objets connectés. Mais il y a beaucoup d'autres objets connectés qu'on peut utiliser en médecine, comme des patchs sur la peau qui mesurent l'exposition aux UV. Ça, c'est très utilisé en Australie où ils ont des problèmes de surensoleillement. Des boîtes qui mesurent si vous ouvrez votre cachet, vous prenez votre cachet tous les jours parce qu'il faut taper sur la boîte pour prendre le cachet. Et donc, on peut savoir si vous l'avez fait tous les jours et à quelle heure. Un appareil qui permet de faire un électrocardiogramme juste en posant ses pouces sur l'appareil ou encore un appareil pour mesurer la tension artérielle, par exemple. Voilà un petit peu ce que c'est que les objets connectés aujourd'hui en médecine et ce que c'est que les big data. Et je voudrais maintenant partager avec vous quelques succès. Alors, qu'est-ce que ça apporte, les objets connectés, le big data et l'IA en médecine? On va voir quelques exemples. La première chose que fait très bien l'intelligence artificielle et les analyses un peu de big data, c'est la reconnaissance d'images. Alors, la reconnaissance d'images, c'est très utilisé aussi en dehors de la médecine. Par exemple, pour reconnaître des patterns, des schémas, si vous voulez, de météo, en faisant de la lecture d'images sur les masses de nuages qui se rapprochent de l'Europe. On peut savoir quel temps il fera la semaine prochaine. La reconnaissance d'images est utilisée beaucoup, par exemple, dans la publicité. Par exemple, si vous faites une recherche pour une robe rouge sur Internet et que vous regardez quelques images de robes rouges, eh ben, vous verrez que pendant les 15 jours qui suivent, eh ben, à chaque fois que vous ouvrez Google ou Facebook ou Instagram, eh ben, on vous propose des robes rouges. Et pareil, si vous cherchez une tondeuse à gazon, en fait, c'est de la reconnaissance d'images de ce que vous avez cherché qui va être utilisé, ainsi que la reconnaissance évidemment de mots de recherche si vous avez fait des mots de recherche. Mais donc ça marche très bien. Eh bien, en médecine, ça marche aussi très bien, la reconnaissance d'images. C'est un champ de l'intelligence artificielle qui est très développé. Et donc, je vais vous donner ici deux exemples qui, à mon avis, sont très frappants, qui ne sont pas en rhumatologie, mais vous allez voir que c'est intéressant. Le premier, c'est la lecture d'un fond d'œil. Un fond d'œil, c'est quand on vous dilate
l'œil avec des gouttes et qu'après, on vous met un appareil, vous savez, on fait une photo de ce qui se passe au fond de votre œil. Vous avez peut-être déjà eu ça si vous allez voir l'ophtalmo. Les patients qui ont un diabète, ils doivent faire très régulièrement, tous les ans ou tous les 2 ans, une analyse du fond d'œil pour vérifier que le diabète, le taux de sucre élevé, n'est pas en train d'abîmer leurs yeux. Et jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, la façon de faire ça, c'était qu'un ophtalmo, quelqu'un qui a fait 10 ans d'études, devait vous mettre les gouttes, dilater votre œil et regarder le fond de votre œil. Alors, non seulement il faut beaucoup d'expertise pour faire ça, donc ça coûte cher au système de santé. En plus, les ophtalmos, ils ont des listes d'attente énormes. Et enfin, un ophtalmo qui peut être fatigué parce que c'est son 50e fond d'œil de la journée, ben, il peut avoir un petit peu du mal à lire l'image qui ressemble à ça. Vous voyez, c'est pas très facile à lire. Il faut regarder s'il y a une petite zone où on a l'impression qu'il n'y a pas de vaisseau. Et donc, depuis quelques années, on s'est aperçu que l'ordinateur savait très bien lire les fonds d'œil. Évidemment, l'ordi ne peut pas s'approcher de vous, dilater vos yeux et faire la photo, mais on peut demander à quelqu'un qui est optométriste ou opticien, donc qui a fait 2 ans d'études ou 3 ans d'études, de vous mettre les gouttes, d'approcher l'appareil et de faire la photo du fond de l'œil. Ensuite, on envoie la photo du fond d'œil à un ordinateur qui a de l'intelligence artificielle et lui, il sait repérer les anomalies, alors que si vous demandez à un ophtalmo quelles anomalies il cherche, il aura du mal à vous dire quoi. Le cerveau humain va analyser des dizaines de critères sur cette image pour trouver si vous avez une rétinopathie diabétique ou pas. Eh bien, l'ordinateur sait le faire et il sait tellement bien le faire que maintenant la Food and Drug Administration, la très sérieuse organisation qui régule les autorisations médicamenteuses et de systèmes de soins aux États-Unis, a permis la mise en œuvre d'un système basé sur l'intelligence artificielle. Un deuxième exemple que je trouve très frappant, c'est le dépistage des cancers de la peau, des mélanomes malins, les cancers de la peau qui apparaissent sur les grains de beauté. Jusqu'à maintenant, pour se faire dépister d'un mélanome malin, il y a plein de critères liés à la forme du grain de beauté, à l'irrégularité, aux différentes couleurs, plein de critères qu'un dermato aura un peu de mal à vous expliquer. Il va vous dire, ah ben non, c'est un art, il faut avoir fait 10 ans d'études et avoir vu des centaines et des centaines de grains de beauté pour pouvoir détecter un cancer qui débute. Et bien aussi, aujourd'hui, on sait que on peut faire une photo de qualité iPhone de sa propre peau, de ses grains de beauté. Moi, par exemple, j'ai plein de grains de beauté. Je peux faire une photo avec mon iPhone, les envoyer à un ordinateur qui est équipé d'intelligence artificielle et il va détecter un cancer de la peau débutant aussi bien ou mieux qu'un panel de spécialistes. Vous voyez, donc on est très fort en analyse d'image et ça peut permettre ça d'éviter qu'il y ait des listes d'attente de plusieurs mois pour voir un dermatologue et d'éviter que les patients du coup se découragent et n'aillent pas voir le dermato. En plus, ça fait gagner de l'argent à la société puisque un ordinateur qui a de l'IA, ça coûte moins cher qu'une consultation de 30 minutes avec un spécialiste qui a fait 10 ans d'études. Passons maintenant à la rhumatologie. Donc en rhumatologie, on est un peu moins avancé que dans le champ de la médecine globalement. Mais comme vous le voyez sur ce petit histogramme, ça c'est le nombre de publications liées au big data et à l'intelligence artificielle. Vous voyez qu'il n'y en avait aucun jusqu'en 2005 et que maintenant on est passé à autour de 30 publications par an sur le big data et l'intelligence artificielle en rhumato. Alors, c'est encore en train de se développer, hein. En rhumatologie, on a surtout des données qui portent sur l'imagerie, l'interprétation de l'imagerie. On va voir un exemple. Sur les cohortes et les registres, c'est-à-dire les grandes bases de données un peu bien organisées, et sur ce qu'on appelle les omiques, comme la protéomique, la génétique, la génomique, donc les données biologiques, parce qu'en effet, dans une seule prise de sang, on peut avoir des centaines de choses qu'on peut interpréter, et du coup, c'est très utile d'appliquer de l'intelligence artificielle à ce type de données. Les maladies qui sont les plus analysées en rhumato, c'est les rhumatismes inflammatoires, donc l'APR, la polyarthrite rhumatoïde, la spondyloarthrite, le rhumatisme psoriasique et l'arthrose qui s'appelle en anglais ostéoarthritis. Excusez-moi, je n'ai pas traduit toutes mes dias, mais j'utilise plutôt les dias comme une base pour vous parler. Alors, quelques exemples en rhumato, qu'est-ce qui marche? Ce qui marche déjà pas trop mal, c'est l'analyse d'images. Comme je vous ai dit, on est fort en analyse d'images de façon standardisée
Alors que c'est pas très facile de lire des images pour le médecin parce que parfois on se trompe. Donc ici, c'est une étude japonaise où ils ont pris 11 000 images de patients qui avaient une polyarthrite rhumatoïde et ils ont pu montrer que on peut lire l'image en analysant chacune des articulations des mains et qu'on peut détecter les anomalies liées à la polyarthrite rhumatoïde de façon assez fonctionnelle. Il faut avouer qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore appliqué en analyse quotidienne, mais peut-être que ça le sera dans quelques années. Peut-être que dans quelques années, au lieu que ça soit votre radiologue, votre rhumatologue et votre radiologue qui regardent vos images et qui vous disent « Ah bah oui, ça s'est aggravé, ça s'est pas aggravé », peut-être que dans quelques temps, on enverra l'image à un ordinateur qui nous fera une analyse vraiment très complète et très standardisée des images. Il y a d'autres exemples de reconnaissance d'images. Par exemple, évaluer les échographies articulaires dans la polyarthrite rhumatoïde, où on voit qu'on peut l'analyser de façon automatisée et ça marche aussi bien que le rhumatologue, ou bien à l'échographie d'aller chercher des anomalies sur les muscles, ce qui s'appelle une myosite, et on voit que ça aussi, ça marche pas trop mal. Donc, on n'est pas mauvais en imagerie. Ensuite, on peut aussi appliquer ces techniques, comme l'intelligence artificielle, aux analyses en omique, comme je vous ai dit. Les omiques, c'est tout ce qui est protéomique, génétique, etc. Et donc, il y a plein de pistes qui sont en train d'être explorées, en génétique en particulier, mais aussi en protéomique, en particulier pour chercher des biomarqueurs qui prédisent la maladie, mais aussi qui prédisent la réponse au traitement. Parce que vous savez sans doute qu'aujourd'hui, on a plusieurs solutions thérapeutiques en rhumatologie inflammatoire, on a plusieurs possibilités de biothérapie ou de traitement ciblé, mais que c'est très difficile de savoir si un patient donné va répondre au traitement A, au traitement B ou au traitement C, ce qui fait qu'on est obligé de choisir le traitement des fois un petit peu au hasard, c'est trop fort, mais si vous voulez sans être sûr de quel traitement va être le mieux pour un patient donné. Donc effectivement, on a des études qui sont en cours, par exemple, prédire la réponse aux biothérapies qui s'appellent les anti-TNF grâce au machine learning. Et donc, on voit qu'on peut identifier 11 000 gènes qui peuvent contribuer à la prédiction de la réponse aux anti-TNF. On va utiliser de l'intelligence artificielle et on va trouver qu'en prenant 3 gènes, eh bien, on peut montrer que certains patients répondent mieux que d'autres aux anti-TNF. Pour l'instant, ça reste encore assez expérimental parce qu'on ne fait pas des typages génétiques très poussés à tous les patients, mais peut-être que dans quelques années, ça sera le cas. Et puis, la troisième grande source de données, après les données d'imagerie et les données en omique, c'est les données un petit peu cliniques. Et donc, j'ai envie de revenir un petit peu sur ce que j'ai appelé le partage de données involontaires tout à l'heure, en vous donnant ici 2 exemples. Le premier, c'est quand même quand on donne soi-même des données et qu'on sait qu'on les donne, mais que ça va informer des études de recherche. Ça, c'est un site américain qui s'appelle Patients Like Me, des patients comme moi. Donc, les patients s'inscrivent dessus, c'est gratuit. Et puis, ils donnent eux-mêmes des informations dans des blogs, dans des échanges informels. Et ces données sont analysées. Et par exemple, on s'aperçoit que les patients nous disent que quand ils ont les articulations gonflées, eh bien, ils trouvent que le plus souvent, c'est assez sévère. Là, c'est pas trop sévère, ici, c'est très sévère. Et qu'est-ce que les patients prennent pour ça? Ben, ici, ils nous disent qu'ils prennent de la cortisone, vous voyez, quand ils ont les articulations qui gonflent. Ou ici, une faiblesse musculaire, eh bien, ils prennent du méthotrexate. Voilà. Donc, ils ont partagé des données comme ça, à visée un peu informelle, un peu échange entre pairs, hein, entre personnes qui ont la maladie. Et en fait, eh bien, ces données sont analysées à titre de recherche. Mais il y a des cas encore plus frappants où les patients ne savent même pas vraiment qu'ils partagent des données. C'est les mots-clés que vous tapez dans Google. Donc, 2 exemples que je trouve qui sont assez frappants. Le premier, c'est celui des épidémies de grippe. Souvenez-vous qu'avant le Covid, eh bien, on s'intéressait aux épidémies de grippe. Bah oui, parce que quand il y avait l'épidémie qui arrivait, il fallait que les services des urgences aient plus de médecins disponibles parce qu'il y avait plus de gens qui venaient aux urgences.
Il fallait que les médecins, les rhumatologues, non, les médecins libéraux, les généralistes puissent répondre, mettre en place des systèmes de garde de week-end pour répondre à la demande. Voilà, il fallait prévoir l'épidémie de grippe pour pouvoir la gérer efficacement au niveau du système de santé. Et donc, on s'est aperçu qu'il y a 2 techniques pour détecter les épidémies de grippe. La première aux États-Unis, c'est le Center for Disease Control, dont on a beaucoup parlé au cours de l'épidémie, sur la pandémie Covid. Le Center for Disease Control, il a mis en place des systèmes d'alerte où il demande à des médecins traceurs de rapporter tous les jours combien de cas de grippe ils ont vus. Un réseau de médecins traceurs sur tous les États-Unis. Et quand on voit que ces médecins montrent qu'ils se mettent à rapporter beaucoup de cas de grippe, que c'est en train de monter de façon exponentielle, eh bien, on dit, ça y est, l'épidémie de grippe arrive et on va mettre en place plus de médecins aux urgences, etc. Eh bien, on peut utiliser les données de Google, les patients qui tapent « je suis fatigué, j'ai de la fièvre, j'ai mal aux muscles, je ne me sens pas bien », eh bien, on peut utiliser ces données-là pour, quand on voit qu'il y a un pic dans ces recherches de mots-clés sur Google, ça prédit aussi bien l'épidémie de grippe que le système très élaboré mis en place par le Center for Disease Control. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Les gens tapent des mots-clés comme « je suis fatigué », est-ce qu'il faut que je prenne des vitamines? Enfin, vous voyez, ce qu'on tape tous dans Google tous les jours, hein, dès qu'on a quelque chose, eh ben, on utilise ces données, on détecte l'épidémie. Un deuxième exemple, c'est le diagnostic de cancer du pancréas. Donc ici, c'est une étude qui a eu lieu en Australie, dans une région de l'Australie où il y a un seul hôpital. On prend les patients dont on sait qu'ils sont dans cette région de l'Australie. Comment on le sait? Parce que si vous croyez que vous êtes anonyme quand vous tapez un truc sur Internet, détrompez-vous, vous n'êtes pas du tout anonyme, car tout ce que vous tapez sur Internet est relié à votre identifiant d'ordinateur, qui est un identifiant unique, et on peut savoir où ces ordinateurs sont placés dans le monde. C'est comme ça qu'on peut trouver, je sais pas moi, les pédophiles, d'accord? Puisque ils sont identifiés par leur numéro d'ordinateur. Donc, on prend les patients qui ont un numéro d'ordinateur qui les place dans un rayon de 100 km autour de cet hôpital en Australie. Et on regarde les mots-clés que les gens tapent, les mots-clés comme j'ai mal au ventre, je suis fatigué, etc. Et on voit que par une certaine séquence de mots-clés, ils n'ont pas tapé j'ai un cancer du pancréas, ils ont tapé je suis fatigué, j'ai perdu du poids, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre. Et les autres patients, ils n'ont pas tapé j'ai la grippe, ils ont tapé je suis fatigué, j'ai de la fièvre, j'ai mal aux muscles, j'ai mal partout. Eh bien, on peut détecter les patients qui en fait vont avoir un cancer du pancréas dans les 6 mois qui suivent, parce que comment on sait qu'ils ont un cancer du pancréas? Parce qu'ils ont été consultés à l'hôpital et qu'il y a un diagnostic de cancer du pancréas qui a été posé pour eux. Donc, on peut faire un lien entre monsieur Martin qui a un cancer du pancréas et son numéro d'identifiant d'ordinateur et se rendre compte que 3-4 mois avant d'avoir le cancer du pancréas, il était déjà en train de taper une certaine séquence de mots-clés. C'est pas qu'il a tapé « je suis fatigué, je suis très fatigué, puis j'ai mal au ventre », c'est qu'il a tapé une séquence compliquée, vous voyez. Il a référé par exemple 5 fois à la fatigue et 3 fois à la douleur du ventre. Et l'ordinateur, par l'intelligence artificielle, peut détecter ces mots-clés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comme c'est grave. C'est-à-dire que ce patient, il n'avait pas encore un diagnostic de cancer du pancréas, mais Google, lui, savait déjà qu'il avait un cancer du pancréas par les mots-clés qu'il a tapés. Alors, on ne détecte pas tous les cancers du pancréas par cette technique. Dans cette étude, on ne détectait qu'un cancer du pancréas sur 5. Ah oui, il y a encore des gens de nos jours qui ne vont pas taper leurs symptômes tous les jours dans l'ordinateur, vous voyez. Donc, on n'a pas détecté tous les cancers du pancréas, mais par contre, par cette séquence de mots-clés un peu compliquée, les gens qui avaient tapé cette séquence de mots-clés dans cet ordre-là, ils avaient tous un cancer du pancréas. Vous me suivez? Donc, vous êtes en train de donner beaucoup d'informations à Google tous les jours. Une autre façon de faire de la recherche avec ces données involontaires, c'est ce qui s'appelle le text mining, c'est l'analyse de texte, par exemple, dans les tweets. Donc là, c'est analyser les effets indésirables des médicaments dans les tweets. Et on s'aperçoit que sur la cortisone, les gens qui prennent de la cortisone, eux, ils disent que les 2 problèmes qu'ils ont, c'est qu'ils ne réussissent pas à dormir et qu'ils prennent du poids.
Alors que si vous demandez à un médecin quels sont les effets indésirables de la cortisone, il va vous dire c'est l'hypertension artérielle et le risque d'ostéoporose. Vous voyez la différence entre ce qui intéresse le patient et ce qui intéresse le médecin. Voilà, donc on peut analyser comme ça des données médicales, mais qui sont quand même des données médicales involontaires. La personne qui a tweeté « Oh là là, je ne réussis pas à dormir, peut-être que c'est la cortisone que je prends », on ne sait pas que ça allait être analysé à une échelle globale. On peut aussi utiliser des données de téléphone, d'app et d'objets connectés. Donc ici, je vais vous donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est cette étude anglaise qui s'appelle Cloudy with a Chance of Pain, ce qui est un joli jeu de mots pour ceux d'entre vous qui parlent anglais, puisque les Anglais, ils utilisent souvent cette expression cloudy with a chance of rain, donc nuageux avec un risque de pluie, et ici c'est nuageux avec un risque de douleur. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà ressenti que vous êtes moins bien, vous avez plus mal quand la météo n'est pas bonne, et donc le but de cette étude, c'est de faire l'analyse de ce croisement de données. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à 13 000 participants à Manchester en Angleterre, une zone où en passant, il pleut quand même presque tous les jours. Statistiquement, j'y ai vécu et je vous le confirme. On voit qu'ils ont demandé à 13 000 participants de remplir tous les jours avec un petit smiley sur leur téléphone comment ils allaient. Et ils ont croisé ces données avec les données de météo qui sont disponibles gratuitement, les données de météo. Donc, vous voyez qu'on peut utiliser là des données volontaires qui sont de mettre comment on va tous les jours et de croiser ça avec des données d'environnement comme la météo. Malheureusement, je n'ai pas encore la réponse pour cette étude, donc je ne peux pas vous confirmer si c'est vrai que quand il pleut plus, eh bien, on a plus mal aux articulations. Deuxième exemple que je vais vous donner en termes d'objets connectés, c'est les objets connectés qu'on peut porter sur soi. Je vous ai montré tout à l'heure des trucs pour mesurer les UV ou la tension, mais nous, en rhumato, on peut porter deux types d'objets. Des objets qui mesurent la position de la colonne vertébrale, par exemple un petit capteur qu'on met sur le rachis et sur la colonne vertébrale. Et en ce moment, il y a une étude européenne qui est financée par la Ligue européenne contre le rhumatisme, le LAR, et c'est un senseur qui va détecter la position de la colonne vertébrale dans la spondyloarthrite. Donc, c'est une étude internationale. Il n'y a pas de centre en France à ma connaissance, mais c'est quand même vachement intéressant. Ils vont aller regarder s'il y a un lien entre la position de la colonne vertébrale et la douleur dans la spondyloarthrite. Et puis, d'autres senseurs qu'on peut utiliser en rhumatologie, c'est tout ce qui est objet connecté qui mesure l'activité physique. Peut-être que vous-même, vous avez une Apple Watch ou un Fitbit ou un autre objet comme ça. Eh bien, sachez qu'on peut utiliser ça pour mesurer l'activité physique et que l'activité physique, ça a un lien avec l'état de santé en rhumatologie. C'est d'ailleurs une étude que nous avons montée dans le service en collaboration avec Sanoya, qui est un groupe à Marseille, et avec Orange Healthcare, qui est, comme vous savez, une compagnie de téléphone, mais qui a développé de l'intelligence artificielle en santé. Cette étude s'appelle ActConnect. Et notre but, c'était de regarder le lien entre si le patient se sent en poussée et s'il marche. Donc pour ça, on a fourni au patient un bracelet connecté, une montre qui mesurait les pas pendant plusieurs mois. Et en même temps, on a demandé au patient toutes les semaines s'il se sentait en poussée. Il devait rentrer ça sur son téléphone. Donc ce qu'on a pu montrer d'abord, c'est que une semaine sur 5, le patient se sent en poussée. 22% du temps, le patient se sent en poussée. Donc vraiment, c'est fréquent. Il s'agissait de patients qui avaient une polyarthrite ou une spondyloarthrite axiale. Deuxièmement, on a pu montrer que les gens marchaient à peu près 7000 pas par jour. Vous savez que la recommandation, c'est de faire 10 000 pas par jour. Mais 7000, c'est quand même pas trop mal. Et c'était à peu près pareil dans la polyarthrite et dans la spondyloarthrite. Et puis surtout, on a pu montrer qu'il y avait un lien entre le fait d'être en poussée et le fait de moins marcher. En effet, quand on regarde à l'échelle du groupe, on voit que les gens qui ne sont pas en poussée marchent 7000 pas par jour et les gens qui sont en poussée marchent 6000 pas par jour. C'est un petit peu moins, mais pas beaucoup moins. Et on n'avait pas réussi à déterminer de valeur seuil qui permettait de distinguer les gens qui faisaient une poussée ou qui n'en faisaient pas. Mais quand on a analysé ces données en intelligence artificielle,
on a pu montrer de façon très fiable que l'intelligence artificielle de Orange Healthcare, le logiciel s'appelle Kiops, il est copyrighté. Ce logiciel pouvait détecter les poussées avec une très bonne précision. Donc, l'intérêt de ça, c'est d'imaginer qu'un patient porte un bracelet connecté. Les données de pas sont envoyées à l'ordinateur qui détecte s'il est en train de faire une poussée parce qu'il marche moins, mais aussi parce qu'il marche, par exemple, moins le matin en se réveillant, ou bien qu'il marche plus lentement quand il se lève de sa chaise. Vous voyez, parce que l'intelligence artificielle, ça analyse beaucoup plus que le nombre de pas, ça analyse le pattern de pas, c'est-à-dire le rythme des pas, minute par minute dans la journée, et que ensuite l'ordinateur dit attention, ce patient-là, il a l'air d'être en poussée, et alors on envoie ça au médecin qui va proposer une consultation directement au patient. Ça permettrait d'éviter que le patient soit là à être en poussée pendant des semaines sans qu'il ne se passe rien. Et puis le dernier exemple que je veux vous donner, c'est cet exemple que je trouve vraiment passionnant. Il s'agit des analyses de voix. Donc on est vraiment sur les nouvelles sources de données. Je vous ai parlé des objets connectés, mais il y a aussi des objets connectés que vous avez peut-être chez vous. J'en ai un chez moi, donc je ne vais pas dire son nom, je vais dire à la place « OK, Google », parce que si je dis son vrai nom, il va se réveiller, il va parler dans la chambre. Donc, vous en avez peut-être aussi un autre qui s'appelle Alexa. Celui-là, zut. Excusez-moi, je suis désolée, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il s'est réveillé. Ah, mince. Mince alors, j'espère qu'il va s'arrêter. Donc, vous avez peut-être vous Alexa, et donc c'est des appareils connectés qui répondent à la voix. Eh bien, sachez que ces appareils vous enregistrent chez vous. Et donc, excusez-moi une seconde, je vais demander à ma fille ou quelqu'un de venir avec moi. Non, je ne sais pas faire. Donc, je vais continuer. Une seconde. Florine, tu peux venir débrancher le Google, là, il n'arrête pas de parler, il me dérange. Voilà, désolée, un petit fail de ma part. Donc, en tout cas, ces appareils vous enregistrent en permanence et du coup, eh bien, ils peuvent analyser la voix. Alors ici, c'est une étude un petit peu différente. C'est pas un objet connecté à la maison. Je peux débrancher le. C'est un call center. Donc, c'est des patients en Israël qui appellent le secrétariat de l'hôpital pour prendre rendez-vous. Voilà. En fait, quand ils appellent pour prendre rendez-vous, on enregistre les appels téléphoniques qu'ils font. Vous savez, comme c'est souvent le cas quand vous appelez, je ne sais pas, Carrefour Market, le service client, on va enregistrer les appels. Ben là, ils enregistrent les appels des patients qui appellent pour prendre un rendez-vous quelconque. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une analyse par intelligence artificielle du pattern de la voix, du ton de la voix, du volume de la voix, des modulations de la voix. Et ils ont pu montrer que lorsque les patients appellent comme ça pour un rendez-vous en ophtalmo ou pour un rendez-vous n'importe où, on peut analyser la façon dont ils parlent et on peut détecter les patients qui vont mourir dans les mois qui suivent d'insuffisance cardiaque versus qui ne vont pas mourir d'insuffisance cardiaque. Et donc, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui dans la voix a permis ça parce que c'est le problème de l'intelligence artificielle, c'est que c'est un peu opaque. C'est-à-dire que l'ordinateur, il vous dit, je sais que ce patient-là va mourir dans les prochains mois, mais il ne vous dit pas, c'est parce qu'il parle lentement et que son ton de voix est grave. En fait, il analyse des centaines de paramètres dans la voix du patient et il se fait son propre algorithme pour détecter les patients qui sont à risque d'aggravation et de décès d'insuffisance cardiaque. Je trouve ça complètement révolutionnaire, c'est-à-dire que moi, j'appelle pour prendre un rendez-vous d'ophtalmo, j'appelle tous les 6 mois et à un moment donné, ma voix a changé, je ne m'en rends pas compte, mais ça veut dire que mon cœur est en train de lâcher et que dans les mois qui suivent, eh bien, je vais mourir d'insuffisance cardiaque. Donc, vous voyez, ça veut dire que potentiellement, j'ai appelé pour prendre un rendez-vous d'ophtalmo et le lendemain, on va me rappeler en me disant « Madame, venez à l'hôpital, votre cœur est en train de lâcher, il faut que vous fassiez des examens cardiaques alors que je ne suis pas suivie pour une maladie cardiaque. »
on est sur de la prédiction très globale. Dans le même ordre d'idées, on sait aujourd'hui que les Alexa et autres appareils identiques, comme celui qui vient d'être débranché dans mon salon, comme ils vous analysent, ils vous interprètent, ils vous écoutent tout le temps. Sachez-le d'ailleurs, si vous ne voulez pas qu'ils vous enregistrent, il faut le débrancher, sinon ils vous enregistrent. Eh bien, on peut imaginer que bientôt, on pourra détecter les patients qui sont en train de faire un infarctus et envoyer le SAMU chez les gens, alors que les gens sont pas encore en train de s'étouffer et n'ont pas encore décroché leur téléphone. C'est quand même fou, quoi. Vous trouvez pas? Moi, je trouve ça complètement fou. Alors, donc, il y a des beaux succès, mais il y a aussi des risques. Et donc, il y a des risques et des challenges liés à l'utilisation comme ça de nouvelles sources de données. Le premier risque qui me semble absolument essentiel, c'est le risque de perte de confidentialité. Je pense vous l'avoir montré dans ce topo. Les données médicales, auparavant, elles étaient soigneusement rangées dans votre dossier médical sur un petit carton que le médecin avait. Pour les plus vieux d'entre vous, vous vous souvenez du médecin qui avait un petit carton où il notait 3 mots. Maintenant, les données sont dans le dossier médical qui est devenu un dossier médical partagé qui peut être utilisé à visée de recherche, mais on est encore dans des données médicales. Mais il y a aussi tout ce que vous fournissez à Google, tout ce que vous fournissez aussi à la sécurité sociale. Mais moi, je trouve ça un peu normal qu'en France, où la santé est quand même globalement gratuite, on puisse utiliser vos données à visée de recherche. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est par exemple l'analyse de la voix. Si l'analyse de ma voix par mon appareil Alexa sert à faire venir le SAMU chez moi, je pense que je suis bien contente, même si un peu inquiète du perte de confidentialité. Mais si ces données-là sont envoyées au contraire à ma mutuelle, qui du coup m'envoie un courrier recommandé en disant au fait, on vous assure plus pour vos données de santé, je suis beaucoup plus inquiète. Et si ça va à mon employeur, etc., etc. À qui vont ces données? Vous voyez, donc c'est vraiment inquiétant. Le deuxième, à mon avis, challenge, c'est sur la perte d'expertise. Aujourd'hui, les acteurs de la recherche médicale, c'est les médecins, les soignants, un peu les systèmes de santé, ce qu'on appelle la recherche publique, les universités, les hôpitaux, un peu quand même les laboratoires pharmaceutiques, et puis les patients. Mais ça, c'est en train de changer. En effet, aujourd'hui, les données de santé ne sont plus que dans les dossiers médicaux. Elles sont aussi, comme on a dit, sur Google, sur Facebook, etc. Et ces données-là sont aujourd'hui accessibles autrement que par un processus très complexe de recours aux données de santé via des protocoles de recherche, quoi. Et ça va changer la donne. Et je croyais que j'avais mis une dia là-dessus, mais alors du coup, je ne sais plus où elle est. Non, ben voilà, c'était celle-ci simplement. Pour vous dire aussi que le problème, c'est la perte aussi d'expertise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont l'expertise en intelligence artificielle, les techniques qui permettent d'analyser des énormes masses de données, ce sont les gens qui gagnent beaucoup d'argent en bourse, quoi. Et le fait que Orange, qui est une compagnie de téléphonie, ait maintenant développé Orange Healthcare, qui s'intéresse aux données de santé, c'est quand même assez frappant, vous voyez. Avant, les données de santé, ça intéressait, comme je disais, les gouvernements qui remboursent la santé, les soignants, les patients, les associations de patients, et puis les laboratoires pharmaceutiques. Mais aujourd'hui, les données de santé, ça intéresse plein de gens qui ne sont pas du tout des acteurs de la santé, mais qui y voient des intérêts financiers. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Apple a développé une Apple Watch qui mesure l'activité physique? Ben parce que ça leur rapporte de l'argent. L'activité physique, avant, ça intéressait pas grand monde à part les gens qui s'occupent des patients obèses ou les gens qui s'occupent des patients qui ont de l'arthrose des genoux, vous voyez. Donc voilà, il y a un glissement et une perte d'expertise. Moi, je crains un peu que les médecins perdent un peu la main sur la recherche en médecine et je pense que ça, c'est inquiétant. Et puis, il y a d'autres challenges qui sont des challenges liés à l'accès aux données de santé et à l'analyse des données de santé. Mais heureusement, il y a un intérêt des grands groupes internationaux comme l'EULAR, qui est la Ligue européenne contre les rhumatismes avec laquelle je travaille beaucoup,
Et par exemple, vous voyez qu'on a développé des recommandations qui s'appellent des points to consider pour l'utilisation des big data avec un groupe d'experts parmi lesquels il y a plusieurs Français, Hervé Servie, Francis Berenbaum et puis Johanna Kedra en plus de moi-même et Rémi Choquet qui maintenant travaille pour l'industrie pharmaceutique. Donc, on a créé des points, des recommandations, si vous voulez, qu'on peut résumer sur cette diapositive. Un des problèmes, c'est la collection et le stockage des données de santé. Un deuxième problème, c'est l'analyse des données de santé par intelligence artificielle. Et un troisième problème, c'est l'interprétation des données de santé. Et on a proposé quelques pistes de solutions pour l'ensemble de ces problèmes que je ne vais pas détailler avec vous aujourd'hui, mais c'est pour vous dire qu'on essaye de proposer des solutions pour faire avancer ce champ de l'analyse des big data. Mais je pense quand même qu'il reste des challenges et des risques et qu'il faut qu'on adresse, qu'on prenne ça en compte. En conclusion, le big data, la médecine connectée, c'est vraiment un avenir passionnant. On a vraiment des nouvelles sources de données comme ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, comme vos bracelets connectés, comme votre voix. Il faut qu'on continue à faire progresser le domaine de la biostatistique et l'intelligence artificielle. Et puis, à mon avis, c'est absolument essentiel de préserver la confidentialité et l'égalité d'accès aux soins. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est bien beau les ordinateurs, mais la relation médecin-malade, ça reste quelque chose de très important qu'un ordinateur ne peut pas fournir aujourd'hui. Et donc, il faut aussi préserver ça. Mais personnellement, je pense que c'est tout à fait possible de préserver ça tout en utilisant les nouvelles ressources. Je ne vois pas d'opposition entre l'ordinateur et l'homme. Je pense qu'on peut utiliser l'ordinateur quand ça apporte et puis utiliser le médecin ou le soignant, l'infirmière de santé, etc., quand ça apporte. Voilà. Je voudrais remercier des personnes qui m'ont beaucoup fait avancer sur ce champ du big data et de la santé connectée, parce que moi, quand même, je ne suis que rhumatologue, hein, je ne suis pas statisticienne, je ne suis pas spécialisée en intelligence artificielle. Hervé Servie, qui est à la base ingénieur et qui donc apporte une expertise différente qui est à Marseille. Francis Berenbaum et Johanna Kedra, qui sont tous les deux rhumatologues. Francis Berenbaum qui est à Saint-Antoine et qui est professeur de rhumatologie comme moi. Et puis Johanna Kedra qui est rhumatologue mais spécialisée en épidémiologie de population et en analyse de grandes sources de données et qui m'ont aidé pour ce topo. Et puis je voudrais vous remercier vous pour votre attention et maintenant je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Merci beaucoup, Laure, pour cet exposé qui, je pense, nous aura donné certaines réponses à nos questions. Et Fabienne, est-ce qu'il y a des questions? Alors, y a-t-il des inconvénients à ça, à être connecté? Y a-t-il des inconvénients? Oui, merci beaucoup. C'est une excellente question. Je pense que j'y ai peut-être un petit peu répondu en fin de topo. Je pense qu'il faut le voir des deux côtés. Il y a des avantages et des inconvénients. Donc, on peut être connecté, par exemple, sur des forums, on tape des mots-clés. Je voulais juste que tout le monde se rende compte que rien ne se perd, tout se crée sur Internet et que, bien sûr, quand vous fournissez des informations sur votre état de santé, il faut être un petit peu méfiant. Ces informations-là restent. Donc, ça peut être un inconvénient. Ça a aussi un avantage, évidemment qu'aujourd'hui, enfin quand même, il faut voir, pour ceux qui se souviennent de l'époque où Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, quand on avait, je sais pas moi, les urines qui brûlent, bah, qu'est-ce qu'on faisait? On était complètement perdu, quoi. On était obligé d'aller voir le généraliste parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. Aujourd'hui, on tape brûlure urinaire et on a toutes les informations sur Internet. Évidemment que moi, je pense qu'il faut utiliser les ressources d'Internet, c'est évident. De même, un bracelet connecté comme un Fitbit ou une Apple Watch qui permet de surveiller son activité physique, ça a été parfaitement montré que ça motive à faire de l'activité physique et que ça augmente l'activité physique. Or, en France, comme dans beaucoup de pays développés, on ne fait pas assez de sport, c'est pas bon pour notre santé, on ait un rhumatisme ou pas. Donc, bien sûr qu'il faut le faire. Et enfin, les objets connectés à la maison comme les Alexa et autres dont je n'ose pas dire le nom, eh bien, ça aussi, c'est bien utile. Donc, je pense que
C'est pas qu'il faut rejeter en masse la technologie, loin de là. C'est des énormes progrès dans notre vie, mais il faut quand même, à mon avis, être un peu prudent sur ce qu'on partage, parce que c'est quand même un peu frappant, moi, je trouve, que si moi, je demande à un de mes patients de remplir 3 questionnaires pour moi, je dois d'abord lui expliquer pendant 10 minutes ce que ça va lui apporter. Il va signer un consentement, franchement, qui fait peur, avec 4 pages d'informations, de données sur la Commission nationale d'information et liberté, etc. Le patient, après, il va cocher 20 questions, ça va lui prendre 10 minutes et c'est fini, plus jamais il entendra parler de l'étude. Et moi, je vais quand même faire progresser le champ de la recherche sur la fatigue ou sur la dépression dans la spondyloarthrite. Et par contre, il va poster, lui, des informations sur sa fatigue ou sur sa dépression sur Internet. Tout le monde va utiliser ces informations et peut-être qu'à terme, c'est son employeur qui aura accès à cette information avant la Sécu. Donc, il y a quand même, vous voyez, il faut quand même réfléchir, il faut quand même faire attention à ce qu'on poste. Voilà, je pense avoir répondu. Je pense qu'il y a du Oui. plus et du moins aussi. Il faut surtout faire attention sur les réseaux sociaux et autres, parce qu'il y Bien a sûr. beaucoup de personnes qui photocopient et mettent leur analyse sanguine, leur ordonnance. Il faut faire très attention avec ça. C'est plus Exactement. dangereux que une montre connectée. Ah ben ça c'est sûr, parce que si en plus il y a des informations nominatives, mais comme je vous ai expliqué, il ne faut pas croire qu'on est anonyme, on n'est pas anonyme sur Internet. On croit qu'on est anonyme, mais en fait on ne l'est pas. Après, voilà, les échanges qu'on fait, ça dépend où on poste les informations, mais voilà, faut faire attention. Voilà. Bon, je pense que vous avez répondu à la question, mais cela peut-il être dangereux? Et ben voilà, Oui. les dangers, je pense qu'aujourd'hui en France, quand même, les dangers sont assez limités. Je m'explique. En France, on a quand même un système de santé qui est très inclusif. Si vous voulez, on n'est pas dans la situation où si on découvre que vous avez une spondyloarthrite, donc une maladie chronique et potentiellement gênante, on va arrêter de vous rembourser vos frais de santé, vous voyez. Mais aux États-Unis, c'est quand même le cas, quoi. C'est qu'il y a des pathologies chroniques pour lesquelles les patients ne trouvent pas de mutuelle et ne réussissent pas à se faire rembourser. En France, il y a quand même aussi des conséquences à lâcher ces infos de santé. Par exemple, les prêts immobiliers. On peut avoir du mal à avoir un prêt pour un appartement si on a mis trop d'informations sur Internet. Donc, ce n'est pas un danger quand même immédiat, mais je pense qu'il faut, voilà, il faut faire attention. Et à l'inverse, j'ai envie de profiter de cet appel pour encourager les gens à participer aux vraies études. J'ai envie de dire les vraies études. Je veux dire, si vous êtes prêt à donner des informations de santé sur les réseaux sociaux, ben soyez prêts, en tout cas, à les donner lorsqu'on vous propose de participer à un registre, à une étude. C'est quand même un effort de santé, un effort qui est quand même pas monstrueux et ça fait avancer la recherche, quoi. Un registre comme Désir ou les études qui vous sont proposées dans vos hôpitaux ou dans vos services, parfois aussi par le biais de votre association de patients, parce que les associations de patients en France, on a cette grande chance, c'est qu'on travaille très bien ensemble et qu'elles relayent souvent nos propositions d'études tout à fait gratuitement sans toucher d'argent là-dessus. Mais ça permet de faire avancer la recherche, quoi. Et ça, c'est pour le bénéfice de tous. Donc, il ne faut pas quand même tout jeter à la poubelle. Non. Peut-on refuser? Eh bien, on peut refuser quand c'est des études, comme je le disais, avec des consentements. Quand c'est des études basées sur les données de remboursement de santé, en fait, vous ne pouvez pas refuser. C'est-à-dire que les données de la sécurité sociale sont accessibles pour la recherche, mais c'est accessible de façon parfaitement anonymisée. Donc, il n'y a aucun moyen de remonter à vous par le fait que vous avez eu, je ne sais pas, 12 séances de kiné et que vous utilisez une biothérapie. On ne pourra pas remonter à vous. Mais par contre, on pourra utiliser les données agrégées pour montrer que les gens qui prennent une biothérapie ont moins recours aux arrêts de travail que les autres, par exemple. Vous voyez, donc ça peut être utilisé sans qu'on ait votre accord du tout. Quant aux données que vous mettez sur les réseaux sociaux, sur les blogs, etc., vous ne pouvez pas refuser que ça soit utilisé. Sachez aussi que, par exemple, les données Fitbit et même les données Doctolib, ce que je trouve plus inquiétant, peuvent être vendues, en fait, c'est-à-dire que
le fait que vous avez consulté 3 fois le rhumato, 5 fois le généraliste et 1 fois l'ophtalmo cette année, et ben ces données-là qui sont liées à votre nom, moi je trouve ça assez choquant, mais bon, Doctolib a le droit de monnayer ces informations-là. Oui, ça c'est problématique. Ben Et oui, pendant la crise sanitaire, nous avons été beaucoup à passer par Doctolib. bien sûr. C'est sûr que c'est super pratique, Doctolib. Mais si votre médecin a un centre d'appel et un secrétariat, personnellement, je pense continuer à utiliser ça parce que ça, c'est pas tracé. Vous voyez, c'est comme ça, hein, c'est Big Brother, quoi, qui nous regarde. Mais bon. Tout à fait. Alors, professeur, y a-t-il des applications concrètes en rhumatologie à court terme, comme la planification des consultations selon les poussées? Sinon, quels sont les freins selon vous? Oui. Aujourd'hui, on a des applications qui sont très bien en rhumatologie. C'est plutôt des applications de suivi et de rappel et pour s'organiser, pour aider à s'organiser. Je suis sûre que votre association de patients préférés pourra vous donner et a sur son site des liens vers des applications. Moi, je vais juste en citer une aujourd'hui, c'est eBoot, qui est une application avec le soutien de la Société française de rhumatologie. Ça s'écrit HIBOOT, qui est une application qui permet, par exemple, de se fixer des rappels pour ne pas oublier de prendre ses médicaments ou bien d'aller regarder les effets indésirables des médicaments. Mais des applis, il y en a plein aujourd'hui. Par contre, des applis qui utilisent à proprement parler l'intelligence artificielle ou ce que je vous ai montré, comme prédire les poussées ou prédire la réponse à un traitement, aujourd'hui, en rhumatologie, à ma connaissance, nous n'en avons pas. C'est un peu ce que j'ai essayé de vous montrer dans ce topo, c'est que ça bouge très vite et ça avance très vite. Mais c'est vrai que pour l'instant, en rhumatologie, on n'a pas énormément d'applications vraiment pratiques et utilisables au jour d'aujourd'hui. Mais peut-être que l'AFS m'invitera à revenir vous parler de ça dans 2 ans. Et je pense que ça bouge très vite et que dans 2 ans, j'aurai plus à vous dire. Vous voyez, aujourd'hui, je ne peux pas vous conseiller, moi, une application spécifique qui va changer votre vie au quotidien aujourd'hui. Pensez-vous que, à l'instar des analyses de la voix comme prédicateur d'incidents cardiaques, l'analyse des données de la vie courante pourrait aider à réduire l'errance de diagnostic, notamment en Alors, SPA? oui, ben, bien sûr, c'est une vraie question parce que la SPS, c'est quand même une maladie où on a encore un délai diagnostique assez conséquent en France. Aujourd'hui, on estime qu'il est autour de 2 ans, c'est ce qu'ont montré les dernières études. Donc, c'est quand même assez long. Avant, on disait 7 ans, donc c'était encore pire. Maintenant, avec quand même l'accès facile à l'IRM et puis les critères qui sont mieux connus, etc., c'est autour de 2 ans. C'est quand même atrocement long, quoi, entre le moment du premier symptôme et le moment où on va enfin vous dire c'est bon, c'est une spondyloarthrite, 2 ans en moyenne. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va beaucoup avancer sur le plan du diagnostic? Je crains pour l'instant que non. Parce que le diagnostic de spondyloarthrite, il est assez difficile, il est multifactoriel. C'est pas comme si on avait une prise de sang ou une radio ou une IRM ou quelque chose qui permette de… En fait, c'est un faisceau d'arguments, quoi, avec des arguments qui sont basés sur la radio, des aliments sur la prise de sang, et enfin, l'imagerie, la prise de sang, et l'interrogatoire et l'examen clinique. Or, aujourd'hui, on peut pas, si vous voulez, enfin, je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse remplacer ça par les patients qui ont tapé j'ai mal au dos, ça me réveille la nuit ou quelque chose comme ça. C'est plus compliqué, quoi. Il y a trop de choses à mettre en ligne de compte. Donc, je ne connais pas aujourd'hui de recherche qui se fasse pour raccourcir le diagnostic. Par contre, ce qui se fait et qui progresse bien, c'est l'analyse de l'IRM du bas du dos. Quand on a une SPA, spondylarthrite, on a souvent besoin d'avoir une IRM du bas du dos, de la région lombaire. Et cette IRM, elle n'est pas facile à lire. On sait aujourd'hui que les radiologues se trompent dans leur analyse dans à peu près 20% des cas, soit qui passent à côté des signes de spondyloarthrite, soit qui disent qu'il y a probablement une spondyloarthrite sur une IRM des sacroiliaques, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Vous voyez, donc c'est à la fois pas très facile à lire pour diagnostiquer, pas très facile à lire pour éliminer le diagnostic. Donc là, on a tout à fait des études en cours pour que l'intelligence artificielle analyse ces IRM
et nous disent de façon plus précise ce qui se passe. Mais enfin, le diagnostic de spondyloarthrite, il n'a jamais été posé sur une IRM toute seule. Donc, pour l'instant, on a encore besoin d'une expertise un peu plus plurifactorielle. Alors, détecter que les fluctuations d'activité physique plus, la consommation dense régulière plus, pourrait indiquer une présomption à X pourcentage d'une XPA. Oui. À nouveau, ça dépend. Si vous êtes en train de me dire pour le diagnostic, je vais vous répondre non. Parce qu'on sait que les anti-inflammatoires, les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple, bien sûr, les gens qui ont une spondyloarthrite en prennent beaucoup, mais c'est très pris aussi dans beaucoup d'autres maladies, y compris le mal de dos normal, par exemple quand on a une hernie discale, mais aussi le mal de dents, les règles douloureuses. Enfin, il y a 50 000 raisons de prendre des anti-inflammatoires. Donc aujourd'hui, en termes de diagnostic, on ne peut pas dire que ça va suffire pour un diagnostic. Par contre, pour les poussées, ça oui, c'est intéressant parce que quand on a une spondyloarthrite, il y a des moments dans la vie où on fait des poussées. Parfois, le patient, il détecte parfaitement bien ses poussées et il a le numéro de téléphone ou l'email de son rhumatologue préféré et il va réussir à être vu rapidement. Parfois, il va avoir plus de mal à avoir un lien avec un rhumatologue et il va peut-être appeler l'association de patients pour savoir quoi faire ou trouver une autre façon de se faire aider, quoi. Et puis, finalement, il va quand même aboutir chez le rhumatologue. Mais parfois aussi, lui-même, il n'est plus trop sûr que ça soit, il n'est pas trop sûr que ça soit une poussée. Il a un peu de mal à, voilà. Et en fait, il traîne. Et pendant ce temps-là, ben, ça s'aggrave et ça altère sa qualité de vie. Et puis aussi, des fois, ça altère, ça touche les os, quoi. Et ça va s'aggraver, vous voyez. Donc, c'est important de consulter quand on a une poussée qui dure plus de 2 semaines et qu'on a une spondyloarthrite. Et peut-être que ça, oui, on aura peut-être des algorithmes qui permettent de détecter ça par la baisse d'activité physique et puis peut-être par les symptômes que le patient va taper sur Internet et peut-être aussi par l'utilisation des anti-inflammatoires. Mais encore faut-il qu'on ait accès à cette information, quoi. Donc oui, effectivement, on peut imaginer des systèmes, comme je vous disais, des circuits courts où cette information va auprès d'une infirmière de coordination, que peut-être elle appelle le patient pour savoir si effectivement il est en poussée, et puis après, eh ben, elle le fait venir à l'hôpital. Parce qu'il faut se méfier quand même des données d'activité physique. Parfois, quand on est en vacances, si on a la chance d'aller sur une plage en vacances, ben, on ne va pas beaucoup bouger sur la plage. Peut-être que vous faites du beach volley et que vous nagez toute la journée. Moi, quand je suis à la plage, j'ai tendance à me mettre sur ma serviette et à bouquiner. Voilà, c'est ça que j'aime faire. Et du coup, mon activité physique, elle passe de 7 ou 8 000 pas par jour, qui est ce que je fais d'habitude, qui est déjà pas génial, mais voilà, à 3 000 pas par jour, vous voyez, parce qu'en gros, je fais rien à part me baigner un peu, barboter, et puis rester sur ma serviette. Pourtant, je suis pas en poussée de spondyloarthrite. Bon, j'ai pas de SPA, mais vous avez compris le principe si j'en avais une, quoi. Et donc, ça vaut le coup d'aller vérifier auprès du patient qu'il est bien en poussée avant de le faire venir à l'hôpital pour avoir une IRM et des prises de sang. Et donc, on peut avoir un circuit court, il y a ces données d'activité physique, l'ordinateur détecte que le patient bouge plus assez, l'infirmière appelle le patient pour vérifier que c'est pas parce qu'il est en vacances à Montpellier, et puis ensuite, tac, il vient pour sa consultation et puis on lui augmente son traitement. Voilà. Donc, moi, je pense que ça peut tout à fait être mis en place à assez court terme. Mais à ma connaissance, ce n'est pas encore le cas en France. Alors, nous avons affaire à un professionnel. Donc, pour Doctolib, ce n'est pas tout à fait exact. Les données sont la propriété des médecins. Et par contre, la mesure du glucose en continu avec un capteur connecté et freestyle donne lieu à des études de la part du fabricant sans véritablement que le patient s'en rende compte, je suppose. S'en rende compte. Idem pour les stimulateurs cardiaques. Oui. Il y a plein d'objets connectés qui fournissent des informations qui sont ensuite utilisées à visée de recherche sans que vous ayez du tout d'informations, comment dire, la main dessus, quoi, en fait, exactement ce qu'on dit, les stimulateurs cardiaques, les détecteurs de diabète, mais aussi, comme je disais, le Fitbit, hein, voilà, par exemple, les objets connectés. Pour Doctolib, j'avoue que je ne suis pas 100% certaine. Tant mieux si les données sont la propriété du médecin. Moi, j'avais vu un article qui disait que Doctolib pouvait avoir accès à ces informations à l'échelle du patient, puisque
Le médecin, il sait qui il a vu, mais le patient, lui, il a vu plusieurs médecins et je croyais que Doctolib pouvait en faire quelque chose, mais je ne veux pas critiquer Doctolib spécifiquement et c'est peut-être pas le cas, donc tant mieux si c'est pas le cas et merci à notre écouteur participant d'avoir fourni cette information et rectifié ma fausse information si tel est le cas. Je ne travaille pas pour Doctolib et je n'ai jamais analysé de données de Doctolib moi-même et je suis pas 100% certaine. Alors, idem pour Je pense les qu'on va peut-être simulateurs s'arrêter là parce cardiaques qu'il est 8h10, implémentés. non? Oui, 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 ça va être la Ouais. dernière question. Delphine, Alors, Très bien. je vais idem pour devoir les. déconnecter. On avait dit 8h et voilà. Oui, oui, tout à fait. Alors, juste dernière. Je vois qui a corrigé Doctolib. C'est mon ami Hervé Servi dont je vous ai parlé de Marseille qui a corrigé. Hervé, lui, il est beaucoup plus au courant que moi, donc je suis sûre que lui qui a raison. Et c'est un sujet complexe, comme il dit, il faut faire attention à ne pas donner de fausses informations. Merci à toi, Hervé, tu as parfaitement raison. Voilà, exactement. Donc, très bien. Voilà, c'était quelqu'un de très connecté, de très au courant et qu'on remercie beaucoup pour son intervention. Ben, merci beaucoup, Laure, pour cet exposé et les réponses aux questions des internautes. Merci d'avoir pris du temps pour venir nous faire cet exposé. Merci à tous les Avec participants. grand plaisir. Je suis toujours ravie de travailler avec les associations de patients. Je pense que c'est un grand plus pour nos patients aussi. Et puis, je reviendrai avec plaisir une autre fois vous parler au nom de l'AFS. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.